L'Empire napoléonien, donc, qui suit à peu près la période révolutionnaire, incarné par un homme, Napoléon Bonaparte, c'est ce que nous allons voir en deux parties. Une partie qui va s'intéresser surtout aux affaires intérieures, c'est-à-dire qu'est-ce que la France napoléonienne, et une deuxième partie qui insiste plus sur les conquêtes et sur la domination de l'Europe par la France napoléonienne. Alors, le régime napoléonien, bon, il faudrait commencer par dire un mot de Napoléon Bonaparte, ce personnage tout à fait extraordinaire dans l'histoire de France. À vous de voir dans votre cours et d'approfondir un peu la biographie de ce personnage. Mais Napoléon est issu d'une petite noblesse corse, pas très argentée, pas très riche. C'est quelqu'un qui est général très jeune, qui est considéré comme un général républicain parce qu'en 1795, il a mené les troupes contre une insurrection royaliste qui menaçait le Directoire, donc il a fait preuve de son républicanisme, et c'est surtout quelqu'un qui s'est caractérisé par son génie militaire lors de la campagne d'Italie en 1796, quand il réalise des conquêtes sans obéir au pouvoir parisien, en faisant qu'à sa tête. Alors, quel est ce régime qui est en France après la chute de Robespierre, après la fin de la République jacobine? C'est le Directoire, et le Directoire est un régime faible. C'est un régime qui est lourdement endetté, qui doit créer une pression fiscale très forte, et qui surtout a cette fâcheuse habitude d'annuler les élections qui ont lieu régulièrement pour maintenir une majorité qui lui est favorable. Donc, il suffirait d'une pichenette pour abattre ce régime, cet énième régime déjà que la France a connu à l'époque, et la pichenette va être faite par Napoléon, qui est convoqué finalement pour ce fameux coup d'État du 18 Brumaire. Nous sommes en novembre 1799, et aidé par certains membres importants du Directoire qui voient que ce régime est en train d'agoniser, Napoléon devient consul. En 1799, en 1800, une nouvelle constitution, encore une, est adoptée par la France, c'est la constitution du consulat, qui transforme le jeune Napoléon Bonaparte en premier consul. Alors le régime qui est mis en place est un régime autoritaire. Dans un premier temps, c'est le consulat. Dès 1802, Napoléon Bonaparte obtient que le consulat lui soit attribué à vie. Et la dernière étape est franchie en mai 1804, lorsque par plébiscite, c'est-à-dire par une sorte de référendum, les Français acceptent l'instauration d'un empire dont Napoléon est donc Napoléon Ier, et donc l'empereur. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un retour à un système monarchique, puisque cet empire est héréditaire, il est prévu que la succession de Napoléon prendrait la suite, et il y a création d'une noblesse d'empire. Donc on a l'impression d'être revenu un petit peu en arrière, après des espèces d'égarements républicains pendant les années 1790. Alors c'est une dictature, c'est absolument indéniable, parce que les assemblées sont dépourvues de réel pouvoir, le pouvoir législatif est entre les mains de Napoléon, il y a suffrage universel, mais ce suffrage ne sert pratiquement à rien, puisqu'il sert simplement à désigner des notables sur des listes dans lesquelles le pouvoir va taper. Par ailleurs, la liberté d'expression, notamment la liberté de la presse, est en grande partie restreinte. Alors pourtant, ce régime est soutenu. Et il est soutenu par ceux qu'on appelle les notables, c'est-à-dire les propriétaires. Des gens qui ont bénéficié de la vente des biens nationaux pendant la Révolution, qui ont récupéré les biens du clergé, et la propriété devient le fondement de la vie politique en France. À partir du moment où on est propriétaire, ce qu'on n'était pas forcément sous l'Ancien Régime, on est attaché au maintien de cette propriété et donc à l'ordre politique. Le régime napoléonien est aussi un régime de réconciliation. Des amnisties sont décrétées contre les anciens royalistes ou contre les Jacobins, et le Concordat de 1801 règle les rapports entre l'Église et l'État. C'est le régime qui est en place jusqu'à la loi de séparation de 1905. Alors, bien que dictatorial, ce régime maintient l'héritage révolutionnaire. En 1799, on dit la révolution est fixée
au principe qu'ils l'ont commencé, elle est finie. Donc le début du régime napoléonien part du principe que la révolution est terminée, mais que ses fondements doivent être maintenus. Et sans doute que l'élément le plus important de cette leçon, c'est le Code civil napoléonien, qui est finalement la loi à la portée de tous, qui reprend les principes d'égalité, de liberté, qui légifère sur tout un ensemble d'éléments qui comptent dans la vie quotidienne des gens, les héritages, les transmissions, le mariage, le statut des femmes. Et ce Code civil de mars 1804 est vraiment une borne, un repère dans la modernisation politique de la France. Par ailleurs, le régime napoléonien est un régime modernisateur au plan administratif, c'est un régime centralisateur. Les éléments les plus importants de l'administration française sont les préfets, qui sont l'œil et l'oreille de l'empereur partout dans les provinces. C'est un régime modernisateur au plan économique qui crée la Banque de France et une monnaie solide, le franc germinal, et c'est aussi le régime qui crée les lycées et qui modernise l'enseignement secondaire et supérieur au détriment, par contre, de l'enseignement primaire dont on sait qu'il faudra attendre les lois de la Troisième République pour qu'il soit véritablement pris en compte par le pouvoir. Alors évidemment, la grande affaire napoléonienne, c'est la conquête de l'Europe, et c'est aussi ce qui a provoqué la fin du règne napoléonien. Il y a 3 instruments de la conquête. Il y a d'abord la grande armée, c'est-à-dire ces grognards qui sont au service de Napoléon, qui comptent jusqu'à 1 600 000 soldats au plus fort des conquêtes, et qui est basé sur un principe d'égalité. C'est-à-dire qu'il y a des promotions internes à l'intérieur de l'armée, et qu'on peut devenir officier en persistant dans la carrière militaire. Donc un principe révolutionnaire incarné dans l'outil militaire. L'armée, c'est la nation, en armes aussi. Le génie militaire propre de Napoléon doit être mis en avant. Il l'a démontré depuis la campagne d'Italie de 1796. Cependant, Napoléon, qui est toujours un maître de guerre pendant l'Empire, ne partage pas les responsabilités en matière militaire et décide seul, ce qui peut aussi poser des problèmes. Enfin, il faut mentionner la volonté de répandre les principes de la Révolution. Lorsque la guerre commence, en avril 1792, à l'époque de la Révolution, normalement, la Révolution renonce aux campagnes d'annexion, aux campagnes de conquête pour la conquête. Mais à mesure que la Révolution avance, et à mesure que l'Europe paraît ennemie de la France parce qu'elle n'accepte pas ces principes révolutionnaires, ça devient comme une espèce de mission pour la Révolution d'essayer d'étendre ces principes, égalité, liberté, destruction des droits féodaux, imposition du Code civil à partir de Napoléon, et la guerre change un petit peu de nature. C'est une guerre expansionniste, c'est une guerre impérialiste. Alors, le Grand Empire est formé grâce aux victoires napoléoniennes. On a toute la litanie de ces victoires à partir de 1802. Il suffit de regarder un plan de Paris et de regarder toutes les avenues qui partent de la place de l'Étoile, et on a les grandes victoires napoléoniennes. Et au terme de ces conquêtes, de ces victoires, un grand empire est formé, dont on voit qu'il est composé de la France qui n'a jamais été aussi étendue, qui a annexé la Belgique, qui a annexé la rive gauche du Rhin, qui a annexé les Pays-Bas, et qui est donc formé de 130 départements. Et il y a autour des républiques sœurs, des formations territoriales comme la Confédération du Rhin ou les républiques italiennes, dont les souverains prêtent serment de fidélité à l'Empire, fournissent des contingents et sont donc des alliés de la France napoléonienne. Cela dit, il faut déjà mentionner que la pénétration de l'influence française est relativement mitigée. On constate que dans les pays étrangers, si la bourgeoisie est assez favorable à ces idées de liberté et d'égalité, l'aristocratie, par contre, y est hostile. Alors, qu'est-ce qui provoque la chute de ce merveilleux empire? Napoléon a voulu aller trop loin, bien sûr, et à partir du blocus continental, qui est imposé par la France en 1806, et qui vise à isoler l'Angleterre du reste de l'Europe pour l'asphyxier économiquement. En effet, l'Angleterre est le point commun à toutes les coalitions qui ont été formées contre la France napoléonienne, c'est-à-dire ces associations d'États qui combattent ensemble contre la France. Le blocus continental mécontente les partenaires de Napoléon,
parce que ça les empêche de faire du commerce normalement, et les anciens alliés vont se retourner contre la France napoléonienne. La campagne de Russie, à partir de 1812, la Russie était un ancien allié de la France, est un désastre qui conduit en 1814 aux grandes défaites Bérésina de Napoléon, et donc à la fin de l'Empire. Au final, il faut réfléchir un petit peu sur la mémoire que cet empire a laissée, les légendes que cet empire a laissées. Il y a une légende dorée qui a été beaucoup développée par Napoléon lui-même, qui lui donne le beau rôle, mais il y a une légende noire qui fait de Napoléon un véritable tyran. Quoi qu'il en soit, il faut retenir surtout que cette période napoléonienne est une période de compromis qui préserve les principaux acquis de la Révolution, qui les maintient. C'est le côté révolutionnaire de Napoléon, mais à l'intérieur d'un régime qui est quand même un régime très autoritaire, comme s'il n'y avait qu'un régime monarchique finalement qui pouvait solidifier les principes de la Révolution.